Bienvenue dans la partie 4, faire le bon choix. J'avertis d'ores et déjà que cette partie elle est beaucoup plus mathématique et statistique que les 3 premières, ce qui peut la rendre assez complexe. Mais bon, j'ai fait le maximum pour vous simplifier le message tout en essayant d'en garder sa substantielle moelle. Donc il commence par les erreurs de Bernoulli. Et Bernoulli, donc c'est un mathématicien et il a inventé la théorie de l'utilité. Alors qu'est-ce que c'est la théorie de l'utilité? C'est une idée qui aide à expliquer comment les gens prennent des décisions en tenant compte de leurs préférences personnelles. Alors imaginez que vous ayez différentes options devant vous. Comment vous allez choisir un plat au restaurant ou décider comment dépenser votre argent. La théorie de l'utilité, elle explique comment vous faites ces choix en fonction de ce que vous aimez et de ce qui vous rend heureux. Et l'utilité dans ce contexte, ça signifie tout simplement le niveau de satisfaction ou de bonheur que vous obtenez en choisissant une option par rapport à une autre. Par exemple, si vous préférez la pizza à la salade, choisir la pizza va vous procurer une utilité plus élevée car elle vous rendra plus heureux. C'est comme si chaque option avait un nombre imaginaire de points de satisfaction et vous choisissez celle qui vous donne le plus de points. Cependant, la théorie de l'utilité, ça tient également compte de quelque chose qui est appelé utilité marginale décroissante. Et ça signifie que plus vous avez de quelque chose, moins chaque unité supplémentaire de cette même chose vous rend heureux. Alors prenons l'exemple de l'argent. Avoir 10 € va vous rendre heureux, mais si vous avez déjà 100 €, gagner 10 € de plus ne vous rendra peut-être pas aussi heureux qu'au début. Et en résumé, la théorie de l'utilité explique comment nous faisons des choix en évaluant les différentes options en fonction de ce qui nous rend heureux. Et elle tient compte du fait que nous préférons généralement avoir plus de ce que nous aimons, mais que la satisfaction diminue à mesure que nous en avons davantage. Et cela nous aide à comprendre pourquoi nous prenons certaines décisions et pourquoi nous attachons plus d'importance à certaines choses que d'autres. Et Daniel Bernoulli en particulier, il a apporté des contributions importantes à la théorie des jeux à travers son travail sur ce qui est maintenant connu sous le nom de paradoxe de Saint-Pétersbourg. Et dans ce problème, Daniel Bernoulli a remis en question la notion traditionnelle d'utilité basée uniquement sur les gains monétaires absolus, en mettant en avant l'idée que les individus ne maximisent pas simplement leur richesse, mais plutôt une forme d'utilité subjective. Je ne rentre pas plus dans les détails, ce n'est pas vraiment le sujet du bouquin. Et lui, l'auteur, une fois qu'il nous a présenté ça, nous dit que finalement, Bernoulli, il est passé à côté de certaines informations qui sont nécessaires à la compréhension générale des décisions des individus. Et lui, il aborde son chapitre suivant qui s'appelle « La théorie des perspectives » de cette manière. Il nous dit « Considérons le problème suivant. Vous êtes sûr d'obtenir 900 € ou alors vous avez 90% de chance de toucher 1000 €. Quelle option vous allez choisir? Ou alors, vous êtes sûr de perdre 900 € ou vous avez 90% de chance de perdre 1000 €. Quelle option choisissez-vous? Alors face à la première phrase, vous avez sans doute éprouvé ce qu'il appelle une aversion au risque, comme la grande majorité des gens, et le choix de l'aversion au risque n'est pas surprenant. Maintenant sur la seconde phrase, si vous êtes comme la plupart des gens, vous aurez choisi de parier. La certitude de la perte, c'est une source d'aversion marquée, ce qui vous pousse à prendre le risque. Et l'auteur n'a pas été le premier à remarquer que les gens se mettaient à rechercher le risque quand toutes les perspectives étaient négatives. Et la réaction aux pertes est plus forte que la réaction aux gains, ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Alors considérons maintenant qu'on vous propose de parier sur un lancer de pièces. Si la pièce tombe sur pile, vous perdez 100 €. Et si la pièce tombe sur face, vous gagnez 150 €. Pour faire ce choix, vous devez contrebalancer le bénéfice psychologique de gagner 150 € et le coût psychologique d'en perdre 100.
Et il y a des chances que ce pari vous déplaise, c'est le cas de la plupart des gens. Et le rejet de ce pari, ça va être une action de votre système 2, mais il se fonde sur des informations critiques qui sont des réactions émotionnelles provenant de ce, bien sûr, système 1. Et pour la plupart des gens, la peur de perdre 100 € est plus intense que l'espoir d'en gagner 150. Ainsi, les pertes l'emportent sur les gains et les gens éprouvent une aversion à la perte. Et le taux d'aversion à la perte a été estimé dans le cadre de plusieurs expériences et se situe généralement entre 1,5 et 2,5. C'est-à-dire que les gens sont en moyenne prêts à accepter une perte de 100 € si, en contrepartie, ils ont une chance de gagner entre 150 et 250 €. Alors ensuite, il nous explique ce qu'est l'effet de dotation. Alors, il nous donne le problème suivant. On est face à Albert et Ben, qui sont deux jumeaux hédonistes qui ont des goûts identiques et qui viennent de débuter dans des emplois identiques. Au bout d'un an, la société va leur proposer de meilleurs postes, un poste A où on gagne 10 000 € supplémentaires par an et un poste B où on gagne 12 jours de congés payés supplémentaires par an. Alors, dans les théories économistes classiques, partant du principe que les deux frères sont indifférents, ils tirent à pile ou face et Albert va sur le A alors que Ben va sur le B. Le temps passe et la société leur fait savoir qu'il est possible pour eux d'échanger leur situation. Et toujours selon cette théorie classique de l'économie, de l'agent rationnel, de l'agent écon, on considère que les préférences des individus restent stables au fil du temps. Les postes A et B qui étaient autant attrayants pour Albert que pour Ben devraient donc en principe toujours l'être de façon indifférente. Et il ne devrait donc pas être nécessaire de déployer de trop gros efforts pour les inciter à en changer. Alors en opposition avec cette vision, la théorie des perspectives, elle affirme que les jumeaux préféreront certainement ne pas changer de poste. Et cette préférence pour le statu quo, c'est finalement une conséquence de l'aversion à la perte. Alors concentrons-nous par exemple sur Albert. Le fait d'aller sur le poste A pour gagner 10 000 € de plus par an a modifié le point de référence d'Albert. Et lorsqu'il envisage à présent le poste B, il a le choix entre rester en A sans perte ni gain, ou aller en B avec 12 jours de congés payés supplémentaires, mais avec 10 000 € en moins par an. Et là, vous venez de faire l'expérience subjective de l'aversion à la perte. Vous avez pu le ressentir, une baisse de salaire de 10 000 €, c'est une très mauvaise nouvelle. Et l'amélioration du temps libre avec un gain de 12 congés payés ne va pas suffire à compenser cette perte. Et Albert restera donc dans son poste A parce que le désavantage du changement pèse plus que l'avantage. Et ça met en lumière deux choses que les théories économiques classiques ne prédisent pas. Tout d'abord, les goûts ne sont pas immuables, ils varient en fonction des points de référence. Et ensuite, les inconvénients d'un changement pèsent plus lourd que ses avantages, ce qui entraîne un biais en faveur du statu quo. Alors bien sûr, l'aversion à la perte ne signifie pas que jamais vous ne changerez de situation. Les bénéfices offerts par une occasion peuvent à un moment donné surpasser les pertes surévaluées. Heureusement, l'économie comportementale a réussi à corriger les lacunes des théories économiques conventionnelles pour essayer de nous faire comprendre ce qui se passe dans la prise de décision des gens. Et cet effet de dotation dont on vient de parler, c'est un concept qui est inventé par Richard Taylor dans les années 70. Il est alors étudiant au très conservateur département d'économie de Rochester. Et sa lubie, à lui, ça consistait à rassembler des indices d'irrationalité économique chez ses professeurs. Laquelle rationalité ne parvenait pas à être expliquée par les théories économiques rationnelles qui étaient enseignées dans cette fac. Et il avait notamment un de ses profs qui achetait des bouteilles de vin aux enchères, mais jamais à plus de 35 $. Et en l'occurrence, là, il rechignait à en revendre une à 100 $. Alors à des prix entre 35 et 100 $, il ne vendait pas, ce qui ne correspond finalement pas à la théorie économique selon laquelle le prof devrait estimer que chaque bouteille avait une valeur particulière.
Et si la bouteille vaut 50 € à ses yeux, alors il devrait être disposé à la vendre à n'importe quel prix au-dessus de 50 €. Et si elle ne lui appartient pas, il devrait être prêt à payer n'importe quel prix au-dessous de 50 € pour se la procurer. Le prix d'achat acceptable et le prix de vente acceptable devraient être les mêmes, mais en fait son prix minimum de vente qui était de 100 €, eh bien il était nettement supérieur au prix d'achat minimum de 35 € qu'il était prêt à consentir. Et le fait de posséder le produit en augmentait apparemment la valeur, et c'est ce que Taylor a baptisé l'effet de dotation. Et ça marche aussi pour, par exemple, la vente des billets d'un concert à guichet fermé. Et Taylor va finir par prendre connaissance de la théorie des perspectives qui a été développée par Kahneman, et soudain sa théorie va prendre une autre perspective. Parce que selon la théorie des perspectives, la disposition à acheter ou à vendre la bouteille dépend du point de référence, à savoir que le professeur possède ou non la bouteille. Et si elle lui appartient, il considère la douleur de devoir s'en séparer. Alors que si elle n'est pas à lui, il considère le plaisir de pouvoir l'acquérir. Et les valeurs étaient inégales à cause de l'aversion à la perte. Et le fait de se séparer d'une bouteille de bon vin est apparemment plus douloureux que le fait d'en acquérir une tout aussi bonne, puisque souvenez-vous, la réaction à une perte est plus abrupte que la réaction à un gain correspondant. Et c'était l'explication à l'effet de dotation que Taylor avait cherché. Et cette première application de la théorie des perspectives à une énigme économique a constitué, semble-t-il, une étape importante dans le développement de l'économie comportementale. Alors finalement, il nous dit qu'il faudrait penser comme un trader. Et il y a une étude de marché des appartements à Boston pendant une crise de l'immobilier qui a donné des résultats d'une grande clarté. Les chercheurs, ils ont comparé le comportement de propriétaires ayant acheté à des prix différents et cherchant aujourd'hui à revendre leurs biens. Et pour un agent rationnel, le prix d'achat, c'est un élément qui est finalement normalement sans importance. Seul compte la valeur actuelle du marché. Mais en fait, il en va tout autrement pour les humains normaux sur un marché de l'immobilier baissier. Et les propriétaires qui ont un point de référence élevés et qui sont de fait confrontés à des pertes plus importantes, fixent un prix plus haut pour leurs appartements et passent plus de temps à essayer de les vendre et finalement finissent par toucher plus d'argent. Pour s'exempter de l'effet de dotation, les traders chevronnés, ils ont apparemment appris à répondre à la bonne question, c'est-à-dire à quel point est-ce que je souhaite avoir cette tasse ou ce bien ou cette maison par rapport à d'autres choses que je pourrais me procurer à la place. C'est la question que se pose un agent économique neutre et elle n'entraîne aucun effet de dotation parce que l'asymétrie entre le plaisir d'obtenir et la douleur de la cession n'a pas d'importance. Et d'autres études démontrent que les personnes pauvres constituent un groupe chez qui on ne s'attend pas à rencontrer l'effet de dotation. Et dans la théorie des perspectives, être pauvre, c'est vivre en dessous de son point de référence. Et il y a des produits dont les pauvres ont besoin mais qui ne peuvent pas se payer, donc ils sont toujours dans la perte. Et les petites sommes d'argent qu'ils touchent sont donc perçues comme une perte limitée, non comme un gain, et l'argent leur permet de progresser légèrement vers leur point de référence. Ainsi, les pauvres pensent comme des traders, mais la dynamique n'est pas du tout la même, parce que le problème des pauvres, c'est qu'ils n'ont le choix qu'entre des pertes. Et l'argent dépensé pour un produit implique le renoncement à un autre. Donc pour les pauvres, les coûts sont des pertes. Alors ensuite, on aborde le chapitre suivant qui s'appelle « Événements négatifs » où il commence avec l'expérience suivante. En fait, il a été montré à des personnes qui sont dans un scanner une image avec les yeux d'une personne qui semble effrayée et ça pendant 2 centièmes de seconde, suivi de ce qu'on appelle un bruit visuel, c'est-à-dire plein d'images différentes qui s'enchaînent avec un affichage aléatoire d'illustrations.
Et la vitesse à laquelle est montrée cette fameuse image du regard effrayé fait qu'aucun observateur n'a su consciemment qu'on lui avait montré cette image, mais on constate qu'il y a une partie de leur cerveau qui manifestement le savait, puisque le scan des cerveaux a en effet indiqué une réaction intense de l'amygdale qui joue un rôle central dans le centre de la menace du cerveau. Et ça, c'était en réaction à une image que l'observateur ne reconnaît pas. Et l'information sur la menace, elle est probablement passée par un canal neural hyper rapide, directement raccordé à une partie du cerveau qui traite les émotions, en contournant le cortex visuel qui alimente l'expérience consciente de la vue. Et ce même circuit fait que des visages en colère, qui représentent finalement une menace potentielle, sont traités plus rapidement et plus efficacement que des visages heureux. Un visage en colère va se détacher dans une foule de visages heureux, mais à l'inverse, un visage heureux ne va pas se détacher dans une foule en colère. Et le cerveau de l'homme, comme d'autres animaux, comporte un mécanisme conçu pour accorder la priorité aux mauvaises nouvelles, et ça c'est le fruit de notre histoire évolutionniste. C'est le psychologue Paul Rozin, qui est spécialiste du dégoût, qui a observé qu'un seul cafard va suffire à rendre tout un bol de cerises écœurant, alors qu'aucune cerise ne pourra rendre un bol de cafard attractif. Et comme il le souligne, le négatif supplante le positif de bien des façons, et l'aversion à la perte n'est qu'une de ces nombreuses manifestations de cette vaste domination de la négativité. Et de mauvaises émotions, de mauvais parents ou une mauvaise critique ont plus d'impact que leurs équivalents positifs. Les mauvaises impressions et les stéréotypes négatifs se forment plus rapidement, ils sont plus résistants à la contradiction que leurs équivalents positifs. Alors ensuite, il nous parle des objectifs comme point de référence. Et il nous dit que l'aversion à la perte, c'est lié à deux idées fortes. Premièrement, c'est que nous sommes plus fortement incités à éviter les pertes qu'à obtenir les gains. Et deuxièmement, c'est que le point de référence est parfois représenté par le statu quo, mais il peut aussi s'agir d'un objectif futur. Et de ne pas atteindre un objectif, finalement, c'est une perte, alors que le dépasser, c'est un gain. Et comme on pouvait s'y attendre avec la prédominance de la négativité, les deux motifs ne sont pas de puissance égale et l'aversion à l'échec sera plus forte que le désir de dépasser l'objectif. C'est ce qui nous amène sur finalement une espèce de défense du statu quo. Et si vous commencez à y prêter attention, vous apercevrez que la motivation inégale pour éviter les pertes et pour obtenir les gains, elle se retrouve presque partout. Et c'est une caractéristique omniprésente dans les négociations, surtout quand la négociation concerne un contrat existant. Puisque les termes existants définissent les points de référence et tout changement envisagé sur tel ou tel aspect de la situation est immanquablement perçu comme une concession faite par un camp à l'autre. Et l'aversion à la perte crée une asymétrie qui rend difficile la conclusion d'un accord. Vos concessions sont un gain pour moi et une perte pour vous. Elles vous font autant de mal qu'elles me donnent du plaisir et inévitablement vous leur accordez une bien plus grande valeur que moi je ne le fais. Et il en va de même des concessions particulièrement pénibles que vous exigez de moi et dont vous ne semblez pas être pleinement conscient du prix qu'elles me coûtent. Et les négociations pour répartir un gâteau qui se réduit, elles sont particulièrement difficiles parce qu'elles nécessitent une attribution des pertes. Et les gens ont tendance à être beaucoup plus souples en revanche quand ils négocient à propos d'un gâteau en expansion, évidemment. Et l'aversion à la perte, elle est une puissante force conservatrice qui favorise des changements qui sont limités à partir du statu quo dans la vie tant des institutions que des individus. Et c'est ce conservatisme qui nous aide à rester stable dans notre quartier, dans notre couple, dans notre emploi. C'est finalement une espèce de force gravitationnelle qui garantit la cohérence de notre existence près de notre point de référence. Alors ensuite, il parle de ce qu'il appelle le schéma quadrangulaire. Alors il explique que la valeur ou le poids décisionnel que les gens attribuent à des scénarios possibles ne va pas être identique à leur vraie probabilité. Et les hypothèses improbables, elles sont surévaluées, c'est ce qu'on appelle l'effet de possibilité, tandis que les résultats presque certains
sont eux sous-estimés par rapport à leurs chances de se réaliser. Et le principe d'anticipation, selon lequel le jugement est déterminé par la probabilité, eh bien, c'est pas pertinent du point de vue de l'analyse psychologique. Ce n'est pas ce qui se passe en réalité. Et lorsque l'auteur a commencé à travailler sur la théorie des perspectives, il est arrivé rapidement à 2 conclusions. Les gens attribuent des valeurs au gain ou à la perte plutôt qu'à un montant financier. Et les poids décisionnels qu'ils assignent aux résultats possibles ne correspondent pas à la probabilité que ces résultats se réalisent. Aucune de ces 2 idées n'était nouvelle, mais ensemble, elles permettaient de comprendre un schéma de préférence que l'auteur baptise schéma quadrangulaire, que je vous mets ici. Alors en haut à gauche, les gens préfèrent éviter les prises de risques lorsqu'ils estiment avoir de bonnes chances de réaliser des gains importants. Ils sont prêts à accepter moins que la valeur attendue du pari en échange de l'assurance d'un gain diminué. En haut à gauche, l'effet de possibilité explique pourquoi les loteries remportent un tel succès. Parce que s'ils peuvent gagner une somme très importante, les gens semblent indifférents au fait que leur chance soit infime. Et la loterie est un exemple par excellence de l'effet de possibilité, puisque sans billet de loterie, il est impossible de gagner, et avec un billet, cela devient possible, et peu vous importe que vos chances soient réduites ou même minuscules. En achetant un billet de loto, les gens n'achètent pas seulement une chance de gagner, ils s'offrent le plaisir de rêver de gagner. En bas à droite, ça correspond à l'achat de la certitude. Les gens sont prêts à payer bien plus que la valeur attendue pour être assurés de gagner quelque chose. Et c'est grâce à ce mécanisme que les compagnies d'assurance parviennent à couvrir des risques tout en réalisant des profits. Et ici encore, les gens n'achètent pas seulement une protection contre une catastrophe improbable, ils éliminent une inquiétude et s'offrent la tranquillité d'esprit. Et puis en haut à droite, l'auteur remarque que nous sommes aussi téméraires face à une possibilité de perte que prudents face à une possibilité de gain. Et il a identifié 2 raisons qui expliquent cet effet. La première, c'est que le premier facteur est une réduction de la sensibilité, une perte certaine suscite une forte aversion. Et deuxièmement, le poids décisionnel associé à une probabilité de 90%, eh bien finalement elle est seulement de 71%, soit beaucoup moins que la probabilité afférente. C'est-à-dire que vous avez une probabilité de 90% de gagner, mais dans votre esprit, ça correspond à 71 chances sur 100. Résultat, lorsque vous avez le choix entre une perte certaine et un pari avec une forte probabilité de perte encore plus importante, votre sensibilité réduite rend la perte certaine plus déplaisante. Et l'effet de certitude réduit votre aversion pour le pari. Et combien de situations tragiques illustrent ce cas ? C'est dans ce genre de situation que des gens confrontés à des choix désavantageux se lancent dans des paris désespérés et finalement vont accepter une forte probabilité d'aggraver leur situation en échange d'un faible espoir d'amélioration. Et il est trop difficile d'accepter une perte certaine et trop tentant de croire en un salut improbable. Alors ensuite, on arrive sur le chapitre des événements rares. Et dans la théorie originelle des perspectives, les événements très improbables, ils sont soit ignorés, soit surestimés. Mais en fait, la théorie initiale ne précisait pas dans quelles circonstances et ne proposait pas d'interprétation psychologique de ces phénomènes. Mais l'auteur, il a quand même travaillé un peu plus tard sur ces concepts à la lumière des travaux sur le poids décisionnel. Et la surévaluation d'événements improbables, elle est ancrée dans certaines caractéristiques de notre système 1. Et l'émotion et l'intensité ont une influence sur la facilité avec laquelle nous formons des jugements de probabilité, ce qui explique pourquoi nous avons tendance à réagir de manière disproportionnée face à un événement qui est rare et que nous ne saurions nous contenter d'ignorer. Alors concernant les surestimations et les surévaluations, comment on formule les jugements et comment on assigne des poids décisionnels ? Alors premièrement, les gens surestiment les chances que se produise un événement improbable. Deuxièmement, les gens accordent trop de valeur, c'est-à-dire que le poids décisionnel est trop élevé, à des événements improbables dans leur prise de décision. Et bien que ces 2 phénomènes soient distincts,
Ils reposent tous les deux sur les mêmes mécanismes psychologiques, c'est-à-dire l'attention soutenue, les biais de confirmation et l'aisance cognitive. Et lorsque vous pensez à un scénario improbable, votre jugement de probabilité est déterminé par le degré d'aisance cognitive avec lequel vous parvenez à un scénario plausible. C'est ce qu'on appelle aussi la netteté des probabilités. Alors si on considère qu'on donne le choix à des étudiants entre l'urne A qui contient 10 billes dont une qui est rouge et l'urne B qui contient 100 billes dont 8 qui sont rouges, et que le but du jeu est de tirer une bille rouge, alors quelle urne ils vont choisir? L'urne A offre 10% de chance de réussite contre seulement 8% pour la B. Or, il y a entre 30 et 40% des étudiants qui vont choisir l'urne B. Et Paul Slovic appelle ce biais la négligence du dénominateur. Lorsque votre attention elle est concentrée sur les billes gagnantes, vous n'évaluez pas le nombre de billes qui sont perdantes avec le même soin. Et une imagerie nette va contribuer à la négligence du dénominateur, puisque lorsque je pense à l'urne A, je vois une seule bille rouge noyée au milieu d'un certain nombre de billes blanches. Alors que quand je pense à l'urne B, je vois 8 billes rouges au milieu d'un certain nombre de billes blanches. Et cette vision me semble plus prometteuse. Voilà pourquoi la communication en matière de risque, elle peut produire des effets bien différents. Lorsqu'on vous dit par exemple, un vaccin protège les enfants contre une maladie mortelle avec un risque de 0,001% de provoquer un handicap permanent. Eh bien là, le risque vous paraît minime. À présent, si je vous dis un enfant sur 100 000 vaccinés souffrira d'un handicap permanent, eh bien cette seconde phrase suscite une réaction très différente de la première, puisqu'elle vous évoque l'image spécifique d'un enfant handicapé de manière permanente à cause d'un médicament. Et les 99 999 autres enfants vaccinés et en bonne santé ont disparu de votre esprit. Ainsi, les événements à faible probabilité sont nettement plus surévalués lorsqu'ils sont présentés sous forme de fréquence plutôt qu'en termes abstraits de risque, de chance ou de probabilité. Et comme nous l'avons déjà dit, le système 1 préfère nettement traiter avec des individus plutôt qu'avec des catégories. Alors dans une étude, les gens à qui on disait qu'une maladie tuait 1286 personnes sur 10 000 la jugeaient plus dangereuse qu'une maladie tuant 24,14% de la population. La première formulation rend la maladie plus dangereuse alors qu'elle exprime un risque 2 fois moins élevé que la seconde. Nouvelle preuve de la négligence du dénominateur. Et les gens se focalisent sur le 1268 et le 24,14 en occultant totalement les 10 000 et les 100 qui sont les dénominateurs. Et cet effet serait probablement atténué si on demandait aux gens de comparer les deux formulations pour lesquelles ils solliciteraient leur système 2. Cela dit, dans la vie, nous sommes rarement confrontés aux deux types de formulations. Et il faudrait donc qu'on ait un système 2 particulièrement fort pour reformuler chaque proposition que l'on nous soumet et découvrir que la nouvelle formulation suscite alors une réaction différente. Dans une autre expérience, on soumet à des psychologues des statistiques pour décider si oui ou non ils laisseraient un patient au comportement violent sortir d'un hôpital psychiatrique. Au groupe de psychologues A, il est dit les cas similaires à M. Jones présentent 10% de chance de commettre un acte violent contre une autre personne dans les 3 mois de sa sortie. Et au groupe de psychologues B, on leur dit sur 100 cas similaires à celui de M. Jones, 10 commettent un acte violent contre une autre personne dans les 3 mois de leur sortie. Eh bien, sans surprise, le groupe A s'oppose à 21% à la sortie du patient, contre 41% pour le groupe B, à qui l'on avait fourni les chiffres sous forme de fréquence. La description plus évocatrice du risque les avait conduits à attacher des poids décisionnels plus lourds à des événements présentant la même probabilité. Et la forme utilisée pour communiquer une information, elle offre des possibilités de manipulation que certaines personnes n'hésitent pas à exploiter. Et Slovic dénonce par exemple les médias qui annoncent que chaque année, 1000 homicides sont commis par des individus atteints de sévères troubles mentaux ne suivant pas de traitement.
Alors qu'une autre façon de le dire aurait pu être 1000 Américains sur 273 millions meurent chaque année de cette manière. Ou encore que le risque d'être tué de cette manière est égal à 0,00036% par an. Ou alors que 1000 Américains meurent chaque année de cette manière, ce qui équivaut à moins d'un trentième du nombre de suicides et environ un quart du nombre de victimes du cancer du larynx. En l'occurrence, l'intention des médias n'est ici pas dissimulée, puisqu'ils voulaient que les gens aient peur des maladies et des malades mentaux, dans l'espoir que cela se traduise par une augmentation du budget consacré à ces maladies. Et tout avocat habile qui chercherait à instiller le doute sur un test ADN ne dirait pas que ce dernier comporte un risque de fausse concordance de 0,1%, mais il dira que l'on dénombre un cas sur 1000 de fausse concordance dans des crimes punis par la peine de mort. Et cette formulation a beaucoup de chances de l'aider à passer le seuil du doute raisonnable, parce que les jurés qui entendent ces mots voient l'image d'un homme assis en face d'eux et accusé à tort d'une erreur de laboratoire. Et bien voilà, la partie 4 est terminée. Je vous donne rendez-vous pour la partie 5 qui s'appelle « Les deux facettes du moi », suivie de sa conclusion. Kenavo.